Bonjour à tous, l'épisode de Compte sur toi de cette semaine sera consacré à la question de la solitude. En fait, cette semaine, vraiment, j'ai pu le ressentir. Je l'ai déjà ressenti plusieurs fois lors de ce parcours. Il est essentiellement solitaire, on va pas mentir. Mais je sais pas pourquoi cette semaine, c'était vraiment encore plus fort. Mais à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression que je dis toujours la même chose. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point c'est dur et à quel point c'est répandu, en fait. À force de faire des vidéos sur les réseaux pour parler de ces questions de résilience, de souffrance, de famille toxique, d'aliénation parentale, moi, je suis amenée à discuter avec pas mal de personnes qui elles-mêmes souffrent et qui sont à des niveaux différents, on va dire, d'avancement dans ce parcours, même si je j'aime pas me faire de hiérarchie dans les parcours et chacun fait comme il peut. Mais en fait, pour moi, la hiérarchie, elle est dans le sens de se sentir bien, quand on est plus ou moins en paix avec ces questions-là. Et on arrive de plus en plus à trouver des moments d'apaisement que des moments de souffrance. C'est là où je dis que on progresse en quelque sorte. Et donc, je me rends compte qu'il y a énormément de souffrance et de solitude partout. Alors je le sais bien parce que je suis pas un perdreau de l'année. Et je sais très bien que les réseaux sociaux sont pas du tout révélateurs de ce qu'on veut bien nous montrer. Les gens prennent en photo leur couple, leur maison, leur chien, leur chat, leurs plats, pour montrer à quel point ils sont bien, à quel point ils vivent bien. On n'est pas dupes. On sait très bien qu'il y a autre chose derrière. Et moi, mes contenus vidéo, justement, ils sont là pour montrer que non, la réalité, c'est pas celle qu'on veut bien nous montrer. Elle est plus dure, plus hard que cela. Et par conséquent, les gens se rapprochent de moi et se sentent en droit de parler de leur souffrance. Et donc cette question de la solitude, elle est là, elle est omniprésente. On est seul dans sa souffrance la plupart du temps parce que j'ai même reçu des messages qui me disaient c'est beaucoup plus facile pour moi de parler avec toi alors qu'on ne se connaît pas qu'avec des gens que je connais. Je lui ai dit je comprends parfaitement, hein, parce que même si on ne se connaît pas, en fait on se reconnaît dans la douleur. Et en ça, c'est beaucoup plus confortable que de parler avec quelqu'un à qui il faut redonner tout le contexte, le rôle de chacun, les personnages de l'histoire, cette lassitude en fait de vivre quelque chose qui dure depuis très longtemps. Elle épuise et elle isole les gens. Donc tout ça me montre qu'on peut effectivement être dans une famille, être dans un couple et être complètement seul parce qu'on ne peut pas expliquer vraiment la mesure de ce qu'on vit. L'autre ne comprend pas, l'autre ne veut pas comprendre, ou c'est trop compliqué, trop lourd à porter, ou même la personne elle-même n'a pas forcément envie, comme j'ai dit, de réexpliquer tous les détails. Et puis, on a l'impression que quand on a parlé une seule fois de ses problèmes, 2 fois, 3 fois, il faut passer à autre chose. Les gens comprennent pas qu'on rumine, qu'on ait envie de revenir dessus sans arrêt. Parce que soi-même, on est dedans tout le temps.
parce que le problème n'est pas réglé, parce qu'on n'arrive pas à évoluer, parce que la souffrance est toujours là, l'absence d'un être, par exemple, ça se règle pas du jour au lendemain, que ce soit un deuil ou une coupure avec un enfant, par exemple, ça part pas comme ça. Et donc on peut soi-même se mettre à l'écart ou épuiser les gens à force de tristesse. Les gens vous voient tout le temps morose ou par vague. Enfin, ça donne pas forcément envie. Voilà. Et puis soi-même, par peur justement de la solitude, on met ça en sourdine et puis on vit cette douleur un peu en silence. Mais est-ce que c'est vraiment une vie? Donc je sais pas. Donc il y a la solitude de ces gens-là qui sont dans des familles, dans des couples. Mais je me dis, en fait, ils s'infligent ça parce que vivre vraiment seul, c'est très très dur. Et ils ont raison. Pour le vivre depuis de nombreuses années maintenant, être seul, entendre le silence, ne pas voir son téléphone sonner, c'est très très dur. Se mettre face à soi-même, c'est très très dur. Et tout le monde n'est pas prêt à ça. Et je vais même rajouter un truc, en fait, moi en ce qui me concerne, quelque part, j'ai aussi organisé cette solitude. Parce qu'avant, j'étais souvent, pour tromper cette solitude, à appeler les autres, à créer du mouvement dans le vide. Et même pour ça, là, je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée de faire l'animation, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez jovial, on va dire, optimiste, qui a tendance à coacher les gens, tendance à motiver les personnes, à trouver des solutions, à avoir quand même une qualité d'écoute, je vais pas mentir. Je suis consciente de tout ça. Les gens trouvent une oreille attentive chez moi. Et donc, je suis assez fatiguée de faire ça. Et je me suis rendu compte qu'en ne le faisant plus, il y a très peu de mouvement vers moi. Pour plusieurs raisons. Je me sens pas. C'est pas que je me sens exclue par rapport à ça. Il y a énormément d'explications à ce phénomène. Il y a des gens qui vont pas m'appeler parce que par rapport à mon histoire, ils se sentent pas à la hauteur de ce que je vis. C'est une projection, hein, je dis pas que leurs histoires ne sont pas à la hauteur, mais on me l'a déjà dit ça. On me dit: «Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tellement horrible ce que tu vis, que mes petits problèmes, j'ai un peu honte». Du coup, les gens se 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 mettent en sourdine en quelque sorte. Il y a une deuxième explication, c'est aussi, j'ai fait entre guillemets «un travail» tellement, j'ai tellement une évolution par rapport à ça. Je suis, plus armée, plus musclée par rapport à, justement à la solitude, à la souffrance, aux épreuves, que je renvoie aussi à certaines personnes ce qu'ils ne sont pas. Quand je parle avec des gens qui, sont dans une relation, bancale et qu'on parle d'autonomie, de liberté, de respecter ses valeurs et que cette personne se rend compte en fait qu'elle ne respecte pas ce qu'elle dit, qu'elle ne fait pas ce qu'elle dit, je suis un miroir pour elle et c'est pas forcément une jolie image qui est reflétée. Et donc, pour que cette personne se sente à l'aise, elle va pas parler avec moi parce qu'elle sent que je sens le décalage entre ses paroles et ses actes et ça, c'est pas confortable et je le comprends. Du coup, oui, voilà, par rapport à tout ça, le silence, s'est fait autour de moi. C'est parfois, confortable, je vais pas dire le contraire,
de ne plus subir le bruit du monde comme ça. J'y arrive plus en fait, j'arrive plus à parler de façon superficielle pour ne rien dire ou dire des banalités ou juste passer le temps au téléphone. La solitude est dure, mais subir ça, c'est-à-dire parler pour rien, est encore plus inconfortable pour moi. Et je me retrouve dans une espèce d'état où je suis un peu blasée. Je me dis, ben voilà, il n'y a que ça. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et quelque part aussi, je me rends compte que le parcours que je vis là, bah c'est beaucoup quand même. Dans mes vidéos, dans mes contenus, je peux parler autant de la souffrance qu'on a eue quand on est enfant et qu'on n'a pas été aimé par une famille toxique, par une mère méchante, un père lâche et absent. Que je peux parler aussi à des femmes qui ont été victimes de violences psychologiques et physiques, que je peux parler à des parents qui vivent l'aliénation parentale. Je peux m'adresser à des gens qui souffrent de plusieurs manières et je me suis pas rendu compte que d'être encore là aujourd'hui, malgré tout ça, ça fait de moi quelqu'un entre guillemets «de spécial» en fait, que les gens hem, vont regarder avec curiosité, en se disant: «Mais comment elle a fait pour, pour supporter? Comment elle fait pour vivre? Comment elle fait pour, ne pas sombrer?» J'avoue que des fois je me pose la question et moi je pense que je sombre. Je sombre de temps en temps comme là cette semaine, voilà des moments plus ou moins, durs. Mais comme j'ai pas beaucoup de références par rapport aux autres, je sais pas, je pense que les autres aussi sombrent, que je le vois pas et qu'ils le montrent pas. La différence avec eux, c'est que moi j'en fais maintenant, du un matériau, que je partage pour, justement montrer aux personnes qu'elles sont pas seules et qu'on est tous humains et que c'est tout à fait naturel de vivre ça. Ce qui n'est pas naturel, c'est de faire croire aux gens que tout le monde est fort et qu'on subit les blessures et les souffrances, sans aucun impact. Mais montrer ça, ça me coûte. Ça me coûte, et j'essaye de vivre avec. J'espère que je vais pas m'enfermer dans un rôle, voilà, où je vais dire, que je supporte à tout prix. J'ai pas l'impression parce que, de toute façon, ce serait insupportable pour moi et je suis juste en train de trouver un équilibre entre être moi-même, montrer, qu'on peut continuer à vivre, malgré, toutes ces épreuves, avec des hauts et des bas. J'aimerais davantage me concentrer sur les hauts, c'est-à-dire, comment on peut progresser, comment on peut continuer à avoir des projets, comment on peut continuer à aimer la vie, en fait. Alors qu'on a eu un passé, pas très glorieux. J'aimerais me concentrer là-dessus, mais il y a des fois où voilà, la tristesse, la mélancolie me rattrape et aussi la fatigue physique, hein, on va pas dire n'importe quoi. Créer du contenu, continuer à ressasser tout ça, ça fatigue, psychologiquement, physiquement. En tant que maman aussi qui voit pas son fils depuis, plus de 5 ans, c'est aussi, cette attente. Je suis dans l'attente tous les jours. Je pense comme tous les parents, qui sont victimes d'aliénation parentale, hem, tous les jours on espère un signe, tous les jours on se dit: «Est-ce que Dieu aujourd'hui va ouvrir les yeux de mon enfant?» Voilà, c'est cette attente, perpétuelle en fait. On est enfermé dans une espèce de labyrinthe et il y a aussi, le fait d'avoir vu mon autre fils, cette semaine,
qui m'a plongée aussi encore dans une autre solitude, paradoxalement. Déjà, je me considère tellement chanceuse d'avoir renoué avec le plus grand. C'est vraiment miraculeux et c'est ce qui permet aussi que je puisse tenir. Mais quand il vient, en fait, ça m'oblige quelque part des fois à faire la forte pour ne pas justement qu'il s'enfuit. C'est comme une espèce de petit oiseau là, il a 18 ans, donc je n'aimerais pas lui faire peur, lui faire porter une culpabilité qu'il n'a pas à porter parce que j'ai déjà fait cette erreur et je pense que c'est à cause de ça qu'il avait coupé pendant 1 an avec moi. Donc quand il vient, je j'essaye vraiment de le mettre le plus à l'aise, de faire comme si de rien n'était, alors que cet enfant, il est soumis aussi à la manipulation de ma mère, de mes parents. On habite juste à côté, donc forcément. Alors, moi, ça m'a fait mal au cœur quand il a dit qu'il a appelé ma mère pour lui souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Parce que cet enfant, il est très respectueux. Il connaît pas vraiment bien mon histoire. Il n'a pas lu mon livre. Il sait pas ce que cette grand-mère, elle a fait. Donc, il essaye, je pense, de se préserver psychologiquement en faisant la part des choses et en ne prenant pas parti trop frontalement. Et des fois, je me mets à lui dire, bah toi, tu sais pas ce qu'ils m'ont fait. Si je réagis comme ça, voilà, c'est qu'il y a des raisons. Il le comprend, il me respecte, mais il veut pas trop en savoir davantage. Et quelque part, ça me blesse aussi de me dire, j'en ai assez de ces gens, là, je parle de mon fils, mais peu importe, qui ferment les yeux, qui veulent pas prendre parti. Mais pour moi, ne pas prendre parti, c'est aussi un choix. Moi, je suis d'avis que quand on aime quelqu'un, alors il n'est pas question de prendre toutes les paroles sans, sans voir, comment dire, sans savoir ce qui est vrai ou pas. Mais quand on apprécie quelqu'un, qu'on le connaît bien, sa vérité, c'est la vérité, quoi. À moins de remettre sa parole en question, donc là, c'est autre chose. Mais quand on se rend compte que c'est vrai ce que cette personne raconte, ce qu'elle a vraiment vécu dans sa chair et tout, on se met du côté de cette personne qu'on aime. On se détourne pas. On fait pas comme si on n'avait rien vu. Et donc là, c'est ça aussi qui m'avait un petit peu fait mal cette semaine, en me disant j'essaie de préserver cet enfant pour ne pas le mêler à de gros problèmes d'adultes, mais quelque part, j'ai envie qu'il prenne parti pour moi, pour sa maman. Parce qu'en gros, c'est la seule personne qui me reste. Et là, il est en train de comprendre. Je pense qu'il est en train de comprendre qu'il se fait manipuler par la grand-mère. J'essaie de le préserver de ses oncles et tantes, surtout une tante qui me déteste, mais parce qu'elle a une vie tellement pourrie qu'elle a que ça à faire en fait. Des fois, les gens, ils vous détestent parce qu'ils n'ont pas envie de regarder leur vie. Elle a toujours été comme ça depuis petite. Elle lisait mes cahiers intimes, une plaie, vraiment une plaie. Elle me déteste. Je renvoie sans doute quelque chose pour elle qu'elle aimerait être, qu'elle aimerait faire. Et me voir disparaître, ce serait vraiment l'idéal pour elle parce que, comme je disais au début de ce podcast, je suis le miroir pour cette personne de ce qu'elle ne peut pas être et de ce qu'elle ne sera jamais, sans doute. Donc voilà, cette blessure-là par rapport à mon fils, mais je pense qu'elle est en train de se régler parce qu'il est en train de grandir et petit à petit, j'ai des discussions quand même avec lui sur la nécessité d'avoir des opinions, de ne pas être passif.
Et cet enfant de 18 ans, il mûrit plus vite que les autres, mais ça me coûte. Ça me coûte de le de l'accompagner doucement en lui faisant passer quand même les messages. La solitude aussi, sur laquelle j'aimerais, insister, c'est le fait, pour ma part, j'ai pas mal de personnes qui me scrutent, qui me regardent, en espérant ma chute. Et c'est vrai que c'est ça aussi, c'était un point qui m'empêchait de m'exposer au départ. En me disant, oui, il faut pas que les gens voient que je vais mal ou que j'ai des difficultés parce qu'ils vont se réjouir. Notamment, mon ex-famille, tout ça, tous ces gens, mon ex-mari. De montrer comme ça sa vulnérabilité, ses failles au grand public, il y a des gens qui vont être, compatissants, qui vont être gentils et il y a des gens qui vont se frotter les mains. Et ça crée aussi une solitude parce que de n'avoir, pas grand monde pour, se faire réconforter par de vraies personnes, j'entends, et notamment, les gens normalement qui vous ont donné la vie, qui vous ont, élevé. Ma mère tout simplement, je sais au fond de moi qu'elle se réjouit. Pour elle, c'est une punition divine, ce que je vis. Et ensuite je me rassure en me disant: «OK, moi je montre ce que je vis, je montre, mes difficultés». Mais encore une fois, c'est comme pour ma sœur en fait. Ceux qui se réjouissent du malheur des autres, c'est souvent pour oublier leur propre malheur à eux. Je me dis, que, la vie est longue, que souvent la vie est un cycle en fait. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, soi-disant, il se passe rien pour vous, que tout va bien, mais que c'est, éternel. Pour le vivre, heu, très régulièrement, on est dans des, phases où tout va bien et puis tout d'un coup ça va pas et ainsi de suite. Donc je vois pas pourquoi les autres seraient épargnés par ça. La «chance», on va dire entre guillemets, que c'est j'ai tous ces gens, même à distance, qui m'envoient quand même du réconfort, des mots gentils, vraiment des belles paroles qui me font un baume, au cœur, hein. Je suis pas non plus, isolée à 100 %. J'ai des personnes, sur qui je peux compter, très peu, mais vraiment de qualité. Hem, donc oui, d'un côté, le jeu en vaut la chandelle. Et puis de toute façon, je ne me vois pas faire autrement et faire autre chose. Pour l'instant, c'est ce chemin-là que je me sens d'emprunter. J'ai pas d'autre issue en fait. J'ai pas d'autre, chose à faire. Je dois juste endurer ça et faire du mieux possible pour, que ces phases de solitude ou vraiment de gros down soient plus les plus courtes possibles, les moins dures possibles. Et puis voilà. Voilà, la randonnée est terminée. C'était très dur aujourd'hui. J'étais vraiment fatiguée, j'avais la tête lourde. Franchement, ça m'a demandé un énorme effort et j'ai fait que 7 kilomètres aujourd'hui. Il a plu un petit peu, enfin bref, c'était pas une journée idéale, on va dire, de marche pour vraiment profiter, mais je sais faire que ça en fait. Pour quand ça va mal, je bois pas, je fume pas, je sais faire que marcher. Et même si c'est fatigant, je sais que je suis toujours mieux après. Mais ça demande un gros effort. Bref, par rapport donc au podcast d'aujourd'hui, la solitude, je sais pas quel est le pire en fait. C'est de se sentir vraiment seul, mais avec un néant autour de soi, on va dire, ou être seul avec un entourage. Être seul parmi les gens, être seul dans un couple, être seul dans une famille avec des gens sur qui vous pouvez pas compter, qui ne vous soutiennent pas,
qui ne vous demandent pas comment vous allez vraiment sincèrement. Donc je sais pas, mais je pense qu'on est énormément à souffrir de ça, de cette solitude-là, qu'elle soit visible ou invisible. Bonne semaine à tous. Merci d'avoir cheminé avec moi et rappelez-vous bien qu'il est hors de question de souffrir pour rien.